Superman, Spider-Man, Wonder Woman ou Thor, ils sont nés aux États-Unis avec les comics. Ensuite, ils ont été récupérés par la pop culture, le cinéma. Le dernier Thor, par exemple, a foudroyé le box-office américain et même les pays francophones sont séduits. Bonsoir Vincent Brunner. Bonsoir. Alors, vous venez de publier ce petit livre, Les super-héros, un panthéon moderne. C'est aux éditions Nouvelle Mythologie chez Robert Laffont. Alors, ces super-héros s'inspirent des dieux de l'Antiquité ou alors des dieux nordiques. Je viens de citer Thor. Alors, est-ce que c'est la même chose pour Superman, qui est le doyen? J'ai appris que donc, le Superman, c'est le doyen des super-héros. Est-ce que lui aussi, il est inspiré d'un dieu? C'est vrai que Superman, c'est on va dire celui qui a changé un peu toute l'histoire de la culture américaine, de la culture mondiale, parce qu'il avait tellement de super pouvoirs que c'est le super-héros finalement définitif. Et d'ailleurs même certains scénaristes se plaignaient qu'avec Superman finalement une histoire peut être finie en 2 pages. Tellement il est grandiose. Alors Il faut trouver de la kryptonique. C'est ça. Donc il y a eu l'invention de la kryptonite verte, après d'autres kryptonites aussi. En fait, à un moment, il a commencé à être un peu plus humanisé et un peu saigné. Alors c'est vrai que lui, c'est plus finalement un extraterrestre, donc il n'y a pas vraiment de divinité derrière lui, même si finalement il y a quelque chose de divin, forcément par sa stature et tout ce qu'il incarne. Oui, d'autres ont des liens plus évidents. On pense à Wonder Woman, par exemple. Captain America aussi. Captain America, c'est vrai qu'il y a les petites ailes qui font penser à Mercure là, sur son casque. Wonder Woman, c'est vrai qu'elle, c'est une Amazone, donc elle a été sur son berceau, son penché Athéna. Enfin, il y a vraiment C'est vrai que certains super-héros ont vraiment un socle mythologique évident, comme Thor, dont vous parlez. Après, d'autres, c'est vrai, finalement, le sont devenus, parce que c'est devenu des mythes eux-mêmes. Alors ces super-héros, ils naissent à une période quand même assez trouble, agitée, c'est la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils incarnent à l'époque ? En fait, je crois que les créateurs, ceux qui ont eu envie de créer ces personnages, ont envie sans doute de rassurer un peu les gens, parce que c'était, comme vous disiez, entre les deux guerres mondiales, et même plutôt en 1938 pour Superman, les créateurs étaient des Américains de confession juive, et ils ont sans doute regardé avec beaucoup d'attention ce qui se passait en Europe et en Allemagne, et ils ont voulu, je pense, que les Américains, et peut-être après les gens du monde entier, puissent se rassurer avec cette figure du sauveur, en fait. Parce que c'est vrai que Superman, c'est un sauveur. D'ailleurs, dès février 1940, on le voit empoigner Hitler et Staline, et il l'emmène à la Société des Nations pour un procès. Donc c'est vrai que c'est vraiment là une nouvelle sorte de messie. Alors, il y a aussi des références philosophiques. Vous évoquez Nietzsche et son surhomme. C'est lui qui aurait inspiré aussi ces super-héros ? Du coup, j'ai voulu parler de Nietzsche, surtout pour dire qu'en fait, non, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. C'est que, en fait, des créateurs de super-héros sont amusés à le citer. Et en fait, il y a quand même une différence entre le surhomme nietzschéen véritable et le super-héros qui, finalement, lui, c'est un dépassement, parce que Nietzsche voit lui le surhomme comme un dépassement de soi. Le super-héros, finalement, lui, se dépasse pas vraiment. Il a des super-pouvoirs, en tout cas des nouvelles responsabilités qui lui donnent un peu cette impulsion d'agir sur le monde. Mais souvent, il revient humain. Et par exemple, Tony Stark qui devient alcoolique. Donc on n'est pas trop dans ce dépassement. J'en ai cité parce que c'est vrai que c'est obligatoire. Mais alors comment vous expliquez la fascination actuelle dans notre monde pour les super-héros? C'est-à-dire, comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a une partie de l'humanité qui ne se retrouve pas, on va dire, dans les religions, ou qui a besoin un peu de figures profanes, supranationales, parce que c'est vrai que Peter Parker, c'est un étudiant... Spider-Man. On l'a vu maintenant des centaines de fois, alors plusieurs fois au cinéma, se faire piquer par une araignée radioactive. Donc finalement, toutes ces personnes... à force que l'histoire soit rabâchée ou répétée, deviennent dans notre inconscient, ou conscience collective, des personnalités telles Hercule et ses 12 travaux, ou peut-être même Robin des Bois. Donc finalement, je pense que c'est ce besoin d'avoir des modèles un peu pour se transcender, même si on reste bien sûr à bonne distance des super-héros. Mais des modèles aussi parce qu'ils ont des failles finalement. Vous le rappelez, ça se développe au fur et à mesure des histoires. C'est, je crois, la face B un peu des super-héros, c'est qu'ils ont pour la plupart des super-pouvoirs qui les rendent, on ne peut pas imiter leur action sur le monde, et en même temps, comme vous le dites, ils ont des failles. Il y a toujours un moment où Superman redevient Clark Kent, ce journaliste un petit peu timide, alors qui
il cache aussi ses super pouvoirs par cette timidité. Spider-Man, c'est Peter Parker qui galère un peu en fait. Il doit même se faire prendre, il doit même prendre en photo Spider-Man pour un journal dans le pour prouver qu'il n'est pas voilà. Pour gagner de l'argent en fait, c'est ça. Ils sont obligés de payer leur loyer. Ils ont vraiment des vraies failles, des handicaps qui les poursuivent et qui les rendent humains. Et c'est pour ça qu'on peut s'identifier à eux et s'intéresser à eux. Autrement, si c'est vraiment des figures invincibles et sans émotion, froides, je pense qu'on resterait, on serait moins attaché à Merci Vincent Brunner d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Les super-héros, un Panthéon.